Le parti à la rose fanée, le Parti socialiste, se trouva fort dépourvu lorsque les municipales furent révolues. Pas un seul petit morceau d'union ou de stabilité. Ils s'en allèrent faire un bureau national pour virer l'amiral. Bref, donc bonjour. Coucou YouTube, comment ça va? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as aimé le débrief des municipales. On continue dans les débriefs de municipales parce que là, vous comprenez, il y a un petit peu tout qui décante, la situation politique. Mais en attendant, YouTube, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo du coup dans l'algorithme, à soutenir la Zawa Prod aussi dans le petit lien qu'il y a en description. Normalement, il y a un lien en description avec le Tipeee Zawa Prod. Donc voilà, ça aide toujours. Du coup, on va parler du Parti socialiste et un peu des Républicains, mais surtout du Parti socialiste, puisque du coup, bah voilà, c'est la fin des municipales, il y a tout qui décante, etc. Et on avait vu un petit peu sur la fin des municipales qu'il commençait à y avoir des petites invectives par-ci par-là entre socialistes, notamment Hollande qui commençait à réclamer la tête d'Olivier Faure, mais aussi de plus en plus de dissensions à l'intérieur du camp socialiste, des gens qui globalement foutent sur la tronche d'Olivier Faure. Oui, Karim Bouamrane aussi s'est dit peut-être qu'on va encore me donner l'heure maintenant que j'ai été réélu maire, je sais pas. Bon, voilà. Et donc le Parti socialiste a tenu hier un bureau national, une réunion des grosses têtes, quoi, globalement. Je sais pas qu'est-ce qui compose le bureau national, mais oui, voilà, une réunion des éléphants pour préparer le cimetière des éléphants. En parlant de trucs vieux qui doit mourir, le PS quand même. Et donc, le Monde nous en fait un petit résumé. Donc, la primaire unitaire de la gauche menacée par la crise au PS après les municipales. Parce que, donc, on en avait parlé dans le débrief des municipales, de François Ruffin qui lance son truc. Déconne pas à la gauche. Et Clémentine Autain qui lance sa pétition aussi. On arrête les conneries. Et donc, bref, donc, tous les partisans de la primaire de la gauche, etc., qui ont commencé à aiguiser leur couteau dès le premier tour en réalité. Et qui sont en mode c'est bon, ça y est, c'est notre moment, on va enfin pouvoir, etc. Et de l'autre côté, t'avais des tractations un petit peu bizarres avec le Parti socialiste vis-à-vis de la primaire de la gauche, qu'on avait commenté aussi assez longuement sur cette chaîne. Marine Tondelier qui... enfin, en gros, je sais pas si vous vous rappelez, quand ils avaient fait leur première version de la primaire des losers, là, ils avaient fait une rencontre à Bagneux, une espèce de conférence là entre eux, quoi, avec Tondelier, Faure, Castet, Autain, Ruffin, Corbière, Garrido, enfin, tous les gens qui sont en mode, ah, il faut une primaire de la gauche, etc. Et à cette période-là, Faure s'était déjà fait taper sur les doigts parce qu'il n'avait pas mandat du Parti socialiste pour assister à ce truc-là. Donc globalement, tu avais tout le PS qui était en mode eh oh, on t'a pas autorisé à aller dans cette réunion, on n'a jamais voté sur le fait de faire une primaire, donc reste à ta place. Donc il y avait eu ça, Olivier Faure s'était fait taper sur les doigts, et on avait vu que depuis, sur la question de la primaire, bon, Marine Tondelier avait clairement pris le lead parce qu'elle fait le pari que si les écolos mettent toute leur force dans la bataille, ils vont gagner la primaire facile, etc. Et du coup, elle fait le pari qu'elle se présentera et va gagner la primaire et tout. Enfin, voilà. Du coup, Marine Tondelier était en mode bon, ça me dérange pas, comme ça je prends le lead dans la primaire impopulaire, mais en même temps, ça m'arrangerait bien d'avoir le PS pour avoir la légitimité d'avoir été élu par toute la gauche. Stratégie complètement douteuse de Tondelier, mais bon, ce serait pas la première stratégie douteuse de Tondelier. Et du coup, donc voilà, donc fast forward, maintenant c'est les municipales sont passées, les partisans de la primaire sont ressortis du bois en mode déconne pas la gauche, on arrête les conneries, et on coupe des carottes pas lavées. Et du coup, face à ça, t'as le PS qui est en mode on veut la tête d'Olivier Faure qui qui faisait un peu les yeux doux à Tondelier sur la question de la primaire, même si on savait très bien qu'il voulait pas particulièrement y aller non plus à la primaire, enfin en tout cas qu'il savait que vu la division qu'il y avait à l'intérieur de l'appareil de Parti socialiste, c'était pas clair qu'il aille vraiment à cette primaire, quoi. On sait que il y avait eu un petit échange de bons procédés entre Strasbourg et Lille, en mode à Lille, ELV rejoint notre campagne, et à Strasbourg, je tape vaguement sur les doigts de Catherine Trottmann pour dire oh, c'est pas bien de faire alliance avec Horizon, je sais pas quoi. Donc on sait qu'il y avait eu dans la négociation des unions pour le deuxième tour des municipales, il y avait eu des ententes entre Olivier Faure et Marine Tondelier sur les alliances de second tour, avec en perspective, si vous faites ça, on participera peut-être à votre primaire de merde. Et je pense qu'Olivier Faure a promis ça en sachant pertinemment qu'il allait se faire débarquer de son parti. Et que du coup, sa parole n'a aucune valeur. De toute façon, sa parole n'a jamais eu aucune valeur. Il y a beaucoup de tendances chez les Verts. Oui, on a au moins 3 grosses et 2 gros camps. Enfin, 2 gros camps en réalité. Et je crois 3 tendances... Enfin, il y a des tendances de partout chez ELV, globalement. Personne n'est d'accord. Et donc, le Parti socialiste a tenu un bureau national qui, du coup, met cette hypothèse de primaire de la gauche de plus en plus en danger. Donc, violemment critiqué en réunion de groupe à l'Assemblée nationale sur les alliances à géométrie variable avec la France insoumise, le premier secrétaire du Parti socialiste a fait face à l'opposition de la majorité des membres du bureau national mardi dans la soirée. Donc oui, donc ils ont tenu un bureau national, et donc oui, donc pour la majorité des membres, il y a un retournement de situation, enfin un retournement non, parce que c'était un petit peu prévu à l'avance, mais en gros, vous savez, au dernier congrès du
du Parti socialiste, il y a eu la TO A, TO B, TO C, là, en gros, les textes d'orientation 1, texte d'orientation 2, texte d'orientation 3. Il y avait en gros, premier texte d'orientation, c'était Olivier Faure, sur une stratégie d'union en mode NFP, NUPES. Deuxième, c'était, je crois, Boris Vallaud, je crois que c'était le deuxième ou le troisième. Et le troisième, c'était, je sais plus qui représentait le troisième texte, mais c'était vraiment en mode les hollandistes, on fait aucun lien, etc. Et Boris Vallaud, c'était un petit peu le mec du milieu, c'était un petit peu le faiseur de roi, ouais. Ah, c'était ça, c'était Meilleur Rossignol, la TOC. Meilleur Rossignol, c'est la TOC. Et Meilleur Rossignol, bon, évidemment, c'est la droite totale du Parti socialiste. Et du coup, Boris Vallaud, c'était un petit peu le faiseur de roi à l'intérieur du Parti socialiste, parce qu'en fonction de quel côté il penche, c'est un petit peu lui qui donne la majorité. Et là, en l'occurrence, le retournement qui a eu lieu, c'est que Boris Vallaud s'est rangé du côté des opposants Olivier Faure, là où à la base, il était plutôt en mode non, vas-y, on continue avec la stratégie de Faure, on va voir jusqu'à où ça nous mène. Je vous lis l'article et on en parle au fur et à mesure. La réunion était prévue depuis plusieurs semaines, bien avant les élections municipales. Autour de la table, lundi 23 mars, les ex-insoumis, Raquel Garrido, Alexis Corbière, François Ruffin et Clémentine Autain, François Ruffin n'a jamais été insoumis mais c'est pas grave, ainsi que le sénateur écologiste Thomas Dossus, enchanté, je te connaissais pas mais je vais t'oublier dès la fin de la lecture de cet article, mais enchanté. Au menu, la fameuse primaire de la gauche, officiellement programmée le 11 octobre. Oui, parce que rappelle, c'est en octobre. Hein. Parce que rappelle qu'à la rencontre de Bagneux, ils se sont accordés d'une date, mais ils savent pas toujours c'est quoi le mode de désignation. Ils savent quand c'est, mais ils savent pas ce qu'ils vont faire. C'est incroyable, je les aime trop. Franchement, je les aime tellement. Les socialistes, eux, se sont fait porter pâle aux grandes dames de leurs alliés. La veille, les élections municipales ont offert un résultat en demi-teinte à la gauche, donnant l'occasion aux opposants du premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, de critiquer durement les accords avec la France insoumise et de remettre en scène l'idée d'une candidature social-démocrate pour 2027. Depuis, une certaine frilosité règne dans le camp d'Olivier Faure, où plus personne ne parle de primaire, préférant un terme plus vague, celui de processus. Ils ont honte. Oh là là, ils ont tellement honte d'être mis dans le lit des autres pour la primaire de merde. Ils sont en mode alors comment on se sort de ce merdier. Déjà, faut qu'on arrête de dire primaire parce que ça va nous ridiculiser. Qu'est-ce qu'on peut dire un processus. Ouais, un processus, c'est bien. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est socialiste. Ça va. C'est que comme ça, on pourra dire qu'on s'est jamais engagé à rien. D'accord, ok. On va dire processus. Proche du premier secrétaire, le président du conseil départemental de Haute-Garonne, Sébastien Vincini, ne cache plus y être ouvertement opposé. Une primaire lancerait, dit-il, une compétition à ciel ouvert, une course à la différenciation qui serait mortifère. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que lui imagine plutôt un pacte de gouvernance autour d'une incarnation socialiste. Je trouve ça fascinant. C'est que jusqu'ici, l'argument pour faire une primaire, c'est le seul moyen d'avoir une unité entre nous et de chasser les divisions, c'est d'avoir une candidature unique, désignée démocratiquement, etc. C'est le bobard que se racontent les Autain, Corbière, Garrido, etc. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est encore au nom de l'union, c'est encore union au nom du fait d'éviter de diviser la gauche, que le PS dit non, en fait, une primaire, c'est pas une bonne idée parce que les gens, ils vont se détester après la primaire et du coup, en fait, on n'aura pas d'union parce qu'en fait, tout le monde sera divisé parce que tout le monde aura fait campagne pour un candidat différent. Donc, plutôt, le meilleur truc pour l'union, c'est que c'est nous qu'on décide et les autres, ils ferment leur gueule. Ce qui est marrant parce que c'est exactement ce que dit la France Insoumise. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la France Insoumise aussi disent ah non, mais on est pour l'union de la gauche, derrière nous. On se présente et vous fermez vos gueules. C'est comme ça, vous faites les bons chiens-chiens, du temps la patte, petit sucre et t'as tes petites législatives. Voilà. Ah là là. Mais quand même, c'est fou que même le Parti socialiste n'a plus envie de faire croire à la Zumba des primaires. C'est incroyable. Le terme processus ne les engage pas à ce que la sélection se fasse à travers un vote, mais positionne un candidat beaucoup plus transparent que chez LFI, puisqu'ils auront dit comment ils ont fait. Oui, c'est ça. C'est en mode c'est transparent parce qu'on vous dit comment on fait, mais c'est pas vous qui choisissez quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Lui imagine plutôt un pacte de gouvernance autour d'une incarnation socialiste. Les municipales ont démontré qu'on était les mieux positionnés, assure-t-il en référence aux 800 villes gouvernées par le PS. L'élu reprend à son compte peu ou prou le plan de Raphaël Glucksmann. Et c'est là que le PS se glucksmannise aussi, c'est que en fait, après s'être ridiculisé à défendre la primaire, du coup leur aggiornamento et leur retour au bercail de non, en fait, faut que ce soit le PS qui y va, de fait les met dans le même camp que Glucksmann et les désarme complètement s'ils veulent jouer de la moindre distinction avec Raphaël Glucksmann et ce qui pousse et les hollandistes, quoi. En fait, là où le PS s'est auto-baisé, c'est que du coup maintenant ils sont obligés de parler la même langue que les Glucksmanniens et les hollandistes et du coup de perdre leur guerre interne parce que du coup ils donnent raison à leurs opposants internes. C'est incroyable. C'est sûr que le PS est quand même mieux placé que Tondelier de fait, mais c'est pas dur. Bah oui, c'est pas compliqué. Hein. Mais parce que Tondelier, encore une fois, elle voulait être la femme forte de la primaire et elle pariait sur le fait que le PS serait trop divisé et ne ferait pas campagne dans la primaire de la gauche parce qu'ils seraient pas d'accord de qui défendre, alors que elle ramènerait tous les écolos pour faire campagne derrière elle. C'est sous-estimer aussi la division qu'il y a à l'intérieur de son propre
parti. Mais c'est ça son pari, c'est d'être le gros poisson de la petite mare de la primaire, quoi. L'élu reprend à son compte l'élément de langage de Raphaël Glucksmann, même si ce dernier l'imagine autour de sa propre candidature à la présidentielle de 2027. Bah oui, parce que si vous êtes d'accord sur le fait d'avoir une candidature, bah vous êtes toujours pas d'accord sur laquelle. Bonne chance. Mais petite nouveauté, l'idée ferait aussi son chemin dans l'entourage d'Olivier Faure. Les défenseurs de la primaire, à commencer par François Ruffin et Clémentine Autain, ont bien compris la tentation socialiste de prendre la tangente. Il y a un scénario qui n'existe pas, celui où les socialistes décident qu'un des leurs soit le candidat et que toute la gauche non mélenchoniste, nous donc, se range derrière eux, fût-il celle qui a quitté LFI à l'été 2024. La députée de Seine-Saint-Denis renchérit. Ils ne dominent rien du tout, ils ont perdu des villes. François Ruffin et moi ne suivions déjà pas le PS quand il était hégémonique, c'est pas pour le faire aujourd'hui, qui plus est, sans processus démocratique. Donc ils sont en mode attends, non seulement ça nous oblige d'être les typés du PS, mais en plus on peut même pas voter. Genre c'est attends, on voulait pas être derrière le PS, on voulait être les chefs à la base, on voulait pas que ce soit eux les chefs. Oui, autant qu'ils aperçoivent que bon, c'est complètement fourvoyé dans toute sa stratégie et qu'elle est en train de se ridiculiser et qu'elle est en mode attends, mais en fait on est les petits. Oui, vous êtes les petits en fait. Vous êtes les nobody. Tout le monde s'en bat les couilles de vous, genre vraiment. Vous n'êtes personne. Arrêtez, taisez-vous, disparaissez, je vous en supplie. De toute façon, ça change rien si vous disparaissez vu que vous n'êtes personne. Confiants depuis le début de la campagne, les stratèges du numéro 1 socialiste avaient fait un pari. Les municipales seraient leur rampe de lancement pour la présidentielle de 2027. Alors, encore une fois, croire que les municipales... Déjà, en fait, leurs municipales, ils ont... Enfin, la raison pour laquelle ils ont plein de villes, c'est parce qu'ils les ont conservées. Ils n'ont pas conquis particulièrement de nouvelles villes, ils en ont perdu. Et en fait, les villes où ils ont perdu, c'est parce qu'il n'y avait pas de dynamique. Et d'ailleurs, c'est fascinant, c'est que du coup, merci Antoine Berdoff, parce que dans l'analyse de la société, en gros, au bureau national du PS, en gros, ils ont ouvert par une analyse de la situation des élections municipales par Pierre Jouvet. Et c'est exactement ce que dit Pierre Jouvet. Genre, Pierre Jouvet, il dit globalement, la FI nous a sauvé le cul, mais si on a perdu, c'est parce qu'on n'avait pas de dynamique au premier tour. Non, mais Pierre Jouvet a fait une excellente analyse. Après, toute leur stratégie va à l'encontre de leur analyse, parce que du coup, comment tu veux que les municipales soient ta rampe de lancement si tu fais l'analyse toi-même que tu n'avais aucune dynamique au municipal? Si t'as pas de dynamique au municipal, t'en auras pas au présidentiel. Mais bon. Et parce que le report du vote du PS était à la droite. Oui, bah notamment dans les villes comme Toulouse, etc. Quoi. Le rampe de lancement pour la présidentielle. Et si les écologistes en ressortaient affaiblis, la primaire, elle, ne serait alors plus une nécessité. Ok, donc les stratèges de Fort, ils étaient en mode vas-y, si on sort vainqueur des municipales, on peut se débarrasser des écolos. Putain, c'est franchement, les écolos. Ah, ce degré de bénévolat. Même la Croix-Rouge a honte. Et donc si les écologistes en ressortaient affaiblis, la primaire, elle, ne serait alors plus une nécessité. C'est donc le cas, les écologistes sont affaiblis et la primaire n'est donc plus une nécessité. Les troupes de Marine Tondelier ont bel et bien perdu plusieurs mairies, mais elles font savoir qu'il n'est pas question d'abandonner la primaire, même en échange d'un accord de gouvernement avec le PS. Et si rien n'a avancé d'ici mai ou juin, les écologistes menacent de lancer leur candidature à la présidentielle, quitte à éparpiller les voix de la gauche. Donc ils nous ont rebattu les oreilles pendant des mois avec leur primaire de cons, pour qu'au final ils y aillent tous. Et que Marine Tondelier dise « Au pire, je serai candidate à la présidentielle. » Bah très bien, vas-y, on te regarde, vas-y, allez. Ah là, l'union, hein. Ah, l'union, hein. Ah, les crabes, le panier, tout ça, ça pince dans tous les sens, hein. C'est... Oui, et elle va dire c'est la faute à Mélenchon, bien évidemment, parce qu'elle a rien d'autre à dire. À la différence de Clémentine Autain ou de François Ruffin, le Parti Vert dispose des ressources et des forces militantes pour cheminer de manière autonome. Contrairement à Clémentine Autain et François Ruffin, qui n'ont pas de thunes, pas de militants, pas de ressources, pas de dynamique, ils sont personne, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça, le pari de Autain et Ruffin, c'était de se reposer sur l'appareil de campagne des écolos et l'appareil de campagne du PS pour donner du clout à la primaire et se montrer eux comme candidats un peu anti-système et gagner dans ce petit milieu. Sauf qu'en fait, si les autres ils se retirent et qu'il n'y a plus de thunes pour organiser cette primaire de merde, et même s'ils l'organisent entre eux, bah ça va être comme la primaire populaire, quoi. Genre, le candidat qui en sortira aura même pas ses 500 signatures parce que ce sera un nobody et personne n'en voudra, quoi. Si, à part peut-être des maires de droite qui vont filer leurs signatures pour encore plus diviser la gauche. Les écolos, ils ont pas de militants non plus. Ils ont pas de militants non plus, mais ils ont un appareil de parti. Ils ont de la thune. Ils en ont plus beaucoup non plus, mais ils ont une logistique quand même un peu plus que François Ruffin, qui lui tout ce qu'il peut faire c'est imprimer des stickers, quoi, globalement. La primaire de Bagneux, donc Bagneux c'était le petit rendez-vous qu'ils avaient fait là, le truc de primaire impopulaire là, a donc du plomb dans l'aile, mais pas au bénéfice d'Olivier Faure, violemment critiqué depuis dimanche sur les alliances conclues avec LFI. Mardi matin, en réunion de groupe à l'Assemblée nationale, le premier secrétaire a contre-attaqué, disant en avoir assez d'être la cible, alors qu'il n'avait fait qu'accompagner les stratégies locales. Et globalement, Olivier Faure, il a dit arrêtez de taper, s'il vous plaît. Moi, j'ai essayé de faire plaisir à tout le monde m'en veut. Bah oui, bah ça s'appelle un manque de leadership. Probablement à raison. Après, je suis content qu'il ait pas de leadership pour autant, hein. C'est pas un reproche que je fais. Continuer de pas avoir leadership le PS globalement. À Brest et à Clermont-Ferrand, ce ne sont pas mes amis, a-t-il lâché en référence aux défaites. Oui, globalement, tout le monde s'est accusé. Mais encore une fois, ça j'en ai parlé dans mon dernier bilan des municipales, mais globalement tout le monde s'est accusé mutuellement d'avoir accepté l'union et d'avoir voulu la désunion en même temps. En mode non, c'est pas moi qui ai fait l'union, Brest et Clermont-Ferrand, c'est les potes de François Hollande. Ouais, mais en fait, à tel autre endroit, c'était pas... Bon, ouais, allez.
Là, en référence aux défaites après des alliances avec LFI, des maires sortants François Cuyandre et Olivier Bianchi, respectivement proche de François Hollande et de Boris Vallaud. Le soir même, le bureau national qui s'est tenu au siège du parti avait des airs de grand-messe socialiste à l'heure des règlements de compte. Une fois n'est pas coutume, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, fervente opposante d'Olivier Faure, a fait le déplacement jusqu'à Paris. Pierre Jouvet, lieutenant du dirigeant socialiste, a défendu la stratégie menée pendant la campagne. Nous n'avons gagné entièrement nulle part. Nous ne gagnerons pas sans les voix de la gauche radicale. L'intransigeance face à LFI ne permet pas de gagner. C'est une excellente analyse de Pierre Jouvet. En gros, pour les gens qui connaissent pas un peu c'est qui les gens à la France Insoumise, pardon, qui comprennent pas c'est qui les gens au PS, Pierre Jouvet, ça avait été un des mecs qui avait, je crois, négocié le programme au moment du NFP. C'est un peu le stratège du PS. C'est celui qui se farde les analyses, quoi. Et c'est probablement le moins con du lot. Et ça en dit quelque chose sur le degré de bêtise qu'il y a au Parti Socialiste. Ultra pro-NUPES au début, après il est devenu anti-LFI. Oui, c'est ça, c'était un pro-NUPES qui est devenu anti-LFI, qui a parfois des intuitions, mais qu'en fait, globalement, c'est le moins bête du lot. C'est une girouette. En même temps, désolé, mais au Parti Socialiste, si t'es intelligent, t'es une girouette. Au PS, les abrutis, c'est ceux qui justement ne restent droit dans leurs bottes parce que ils comprennent pas où est-ce qu'ils sont, quoi. Donc non, les gens intelligents, c'est des opportunistes au PS. Mais justement, là-dessus, Pierre Jouvet, il a ce côté opportuniste. Mais du coup, ça fait que malgré lui, parfois, il a des bonnes intuitions, quoi. Le café avec le grand et Cohen pour Glucksmann à 30%. Oui, c'était lui, en effet. C'était en effet lui qui était invité à ce fameux café avec Thomas Legrand, Cohen, etc. Où il y avait des offs qui étaient sortis. Tu veux te marier avec Jouvet, faut que tu regardes ça. Montre. Moi, je le fais le macronisme, moi, je le fais à l'échelle locale depuis maintenant des années. Travailler avec la droite et avec la gauche, je le fais depuis 2014 et les résultats sont là. Je serai un député efficace. C'est à n'y plus rien comprendre. En plein meeting, le candidat Pierre Jouvet, qui se présente sous les couleurs socialistes, se revendique lui aussi d'Emmanuel Macron. Il avoue avoir demandé l'investiture En Marche, mais l'obligation de parité l'a desservi et ça passe mal. Oh, à cause d'une gonzesse, il a pas pu être investi En Marche, du coup il a quand même fait une campagne LREM. Ça a changé d'ava. Ah ouais, ah putain. Emmanuel Macron, je pense, a fait une erreur. Mais je gagnerai sans ça. J'ai pas besoin d'une étiquette. Ça fait 6 mois que je dis, je suis candidat au-delà des étiquettes. Je suis le candidat de la circonscription. Il y a les candidats des étiquettes, il y a le candidat de la circonscription. Le candidat des gens et le candidat des partis. Moi, je suis le candidat des gens. Donc voilà, donc le moins con du PS. Le du PS compte pour beaucoup dans cette phrase. C'est un crétin. Ah mais totalement, mais c'est le moins con du PS. Et c'est vous dire l'intelligence moyenne du socialiste, quoi. Mais bref, donc voilà, donc l'intelligence face à LFI ne permet pas de gagner. Une thèse à front renversé de celle défendue dimanche lorsque le bras d'Olivier Faure traitait Jean-Luc Mélenchon de boulet de la gauche. Oui, parce que bon, globalement, Pierre Jouvet, un jour il dit Mélenchon c'est un boulet, le lendemain il dit on a besoin des voix de la gauche radicale pour gagner. Bon, donc voilà, c'est vraiment... Mais encore une fois, c'est le plus intelligent du Parti Socialiste. C'est la meilleure des girouettes. Donc, parti à l'offensive dès lundi, en critiquant le manque de clarté du premier secrétaire, Boris Vallaud, qui avec son propre courant fait basculer, donc c'est la TOB justement dont je vous parlais, fait basculer les majorités au sein du parti, a porté la plus lourde attaque en remettant en cause tout son bilan. Au bout de 8 ans d'opposition, nous ne sommes toujours pas l'alternative. C'est mignon. On n'est toujours pas l'alternative à gauche. On n'est toujours pas important, personne nous donne l'heure. C'est terrible. Nous ne sommes pas identifiés dans nos stratégies et dans notre projet. Mais il me semble... C'était lui au moment du congrès du PS qui avait dit que le PS avait un déficit d'idées. Il avait dit le PS, le problème c'est qu'on n'a plus d'idées, on réfléchit plus et on n'a plus de production intellectuelle, alors que la France Insoumise, ils ont la... Oui, c'est Vallaud. Oui, c'est Vallaud dont on parle là. Non, là on parle pas de Pierre Jouvet, on parle de Vallaud. Il avait dit en effet pendant le congrès du PS que il n'avait pas d'idées, il n'avait pas de formation intellectuelle, etc., et que là où la France Insoumise avait l'Institut La Boétie, il fallait qu'ils fassent leur propre truc. Donc je sais que là-dessus, Boris Vallaud, il est en insécurité intellectuelle vis-à-vis de la France Insoumise. Et il a conscience que globalement, s'ils n'ont rien de fort à proposer, en fait, ils vont pas le proposer. Sauf qu'en fait, il y a avoir des idées et il y a avoir des gens qui les défendent aussi. C'est le problème. Où il a créé l'insoumission 2.0, il a fait l'avenir en commun 2.0. Enfin, oui, c'est ça. Il a fait un petit peu son truc en mode on va faire une espèce de think tank, une espèce de média. Et puis voilà, bon, bien connu de tous aux militants de gauche qui se respectent désormais. C'est franche réussite. Oui, c'est ça, c'est l'Institut Rousseau, c'est ça. Il a fait l'Institut Rousseau pour copier l'Institut La Boétie. Bon, voilà quoi. Les alliances avec LFI n'ont pas été efficaces, elles ont même été à certains égards improductives et ont nourri un front inversé au profit de la droite. Ah oui, c'est à cause de la France Insoumise qu'il y a eu un front de la droite contre... C'est pas du tout parce que quoi qu'il arrive, tout le monde déteste le PS.
Vous n'avez pas l'Institut Jean Jaurès. Voilà, et plein de think tanks. Hein. Ils ont Jean Jaurès, ils ont le think tank Terra Nova. Enfin, non, Terra Nova, c'est un peu un truc extérieur, mais qui a été au service qui est un peu dans l'entourage du PS, etc. Mais ils ont des think tanks de partout globalement. Oui, c'était la Fondation Jean Jaurès, pas l'Institut, la Fondation Jean Jaurès. Magnifique hôtel particulier dans le 9e arrondissement, offert par Pierre Berger à l'époque. Très bel escalier qui tourne comme ça, etc. Des salles flambant neuves, des salles de conférence avec des écrans tactiles et tout. Ils ont de la thune. Hein. Ils ont de la thune, ils en font rien. Terra Nova, c'est Macron aussi. Terra Nova, c'était en 2012. Enfin, en tout cas, le travail de Terra Nova sur la campagne de 2012 et sur la stratégie de la campagne de Hollande. Mais c'est vrai que c'était beaucoup de gens qu'on a retrouvés après dans le macronisme. Donc, c'est déjà le pré-macronisme de l'époque. Quoi. Donc, Boris Vallaud et le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, à la tête de l'autre courant d'opposition, ont dénoncé dans un texte commun les zigzags stratégiques du premier secrétaire qui ont alimenté le soupçon d'insincérité du parti et de ses militants. Non, alors, le soupçon d'insincérité du parti et de ses militants, c'est pas parce que Olivier Faure ne savait pas tenir la barre, c'est parce que Hollande. C'est parce que l'histoire du Parti Socialiste. C'est parce que l'entièreté de votre carrière. C'est parce que la non-censure du gouvernement et le vote du PLFSS. C'est ça l'insincérité. Hein. C'est pas parce qu'on a fait des alliances ici et là que les gens font pas confiance au PS. Hein. C'est parce que En fait, il faudrait peut-être faire le bilan un jour de ce que... Oui, vous faites campagne à droite, les gens. Plus que jamais, l'affirmation du Parti Socialiste est urgente et nécessaire, écrivent-ils. Fait inédit, le premier secrétaire a refusé de mettre au vote ce texte, signé par 38 des 72 membres du Bureau national, comme le veut pourtant l'usage. Donc c'est ça aussi, c'est que tout le drama qu'il y a eu au sein de ce Bureau national, c'est qu'en fait, donc, ils ont déposé un texte. Selon les statuts du PS, le secrétaire général a le droit de ne pas mettre au vote un texte qui lui est soumis en Bureau national. Mais ça peut faire scandale, etc., tu vois. Et du coup, Olivier Faure, il a reçu ce texte qui avait été signé par globalement tous ses opposants et qui pouvait aussi potentiellement le mettre en, que je fasse un calcul rapide, quasiment en minorité. En tout cas, le vote du camp de Boris Vallaud faisait switch la majorité en défaveur d'Olivier Faure. Et du coup, Olivier Faure a refusé de mettre le texte au vote et il a dit oh, on veut pas voter ça, non. C'est moi qui décide. Hein. Hop, voilà. La démocratie interne. Parce qu'il se bouffe de l'intérieur tous mes 3 ans, ça m'envoie d'une force. Ah ouais. Mais c'est délicieux. Tellement délicieux. Moi, j'aime tellement voir ça. Strasbourg fut le théâtre par excellence des louvoiements du premier secrétaire. Dans l'entre-deux-tours, il fait mine de retirer le soutien du PS à Catherine Trautmann après une alliance avec des centristes soutenus par Horizon et a même fait courir le bruit que cette dernière était suspendue. Et ce, malgré la prise de distance du parti d'Édouard Philippe avec ses candidats. Donc, Édouard Philippe, il s'est distancié de ses candidats en mode non, je veux pas m'allier avec le PS. Et Olivier Faure, il a dit oui, je l'ai suspendu, alors qu'il l'a pas du tout suspendu. Il s'agissait de la part du premier secrétaire d'une simple posture destinée à rassurer la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tourdelier, et à éviter de faire exploser l'accord passé à Lille avec les écologistes. Donc globalement, Strasbourg, le fait de dire « Oh, t'inquiète, j'ai suspendu Catherine Trautmann, la droitarde », c'était uniquement pour obtenir le ralliement des écolos à Lille. Bref. Depuis, la victoire à Strasbourg de l'ancienne ministre de Lionel Jospin figure bien dans le tableau de chasse du PS. La seule chose que les socialistes savent faire, c'est d'organiser un débat de congrès qui invisibilise nos résultats, a dénoncé Olivier Faure, en référence à Karim Bouamran, le maire PS réélu à Saint-Ouen, qui a réclamé sa démission. Sur la défensive, le numéro 1 socialiste a accusé à demi-mot ses contempteurs d'avoir manqué de loyauté pendant cette fin de campagne. Je ne suis pas de ceux qui leur tirent dans le dos à ce moment-là. Une critique qui a fait écho à celle du maire de Tulle, Bernard Combe, défait dimanche. Dans Paris Match, ce proche de François Hollande avait reproché à l'ancien président d'avoir compliqué les choses. Au même moment, mardi soir, alors que les cadres du PS continuaient de s'empoigner, François Hollande, Jérôme Guedj et l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve trinquaient, eux, au 3e anniversaire du média de Laurent Geoffrin, le journal.info. Oh ben tiens, ils étaient avec Laurent Geoffrin. Oh ben dis donc. Et du coup, la conférence de presse des nouveaux médias de Jean-Luc Mélenchon, c'est ça la connivence entre les médias et le parti. Mais alors du coup, Laurent Geoffrin, mais c'est marrant quand même. C'est rigolo. Dans un bistrot du 4e arrondissement, opportunément nommé le Cirque. Bon, alors bon, ça c'est les petites fleurissures dans l'écriture de Pérou. Oui, Laurent Geoffrin qui écrit un article tous les 3 jours pour dire qu'il veut rompre avec LFI, mais oh là là, il n'y a pas de collusion, attention. Hein, le scandale, c'est Emodem qui pose une question. Le scandale, c'est Samora qui pose une question sur les Outre-mer en conférence de presse à Jean-Luc Mélenchon. C'est vraiment ça, c'est le vrai scandale. Il ne faut pas confondre les scandales politiques. Donc voilà, donc on a un PS qui se déchire complètement à l'intérieur, Olivier Faure qui de fait est mis en minorité, même si elle n'a pas mis le texte aux voix, mais parce qu'il n'a pas mis le texte aux voix, parce qu'il savait que vu le nombre de signataires, il était en minorité sur ce texte. Donc tout le monde qui veut la peau d'Olivier Faure. Du coup, ça fait que la primaire des losers ressemble de plus en plus à une baudruche dégonflée, et que même Marine Tourdelier menace de se présenter, elle, aux élections présidentielles toute seule pour EELV. En tout cas, les gens, les pop-corns sont de sortie, d'autant plus que de l'autre côté, chez les Républicains,
ils ont un peu le même truc. Dans mon bilan des municipales, je parlais aussi du fait que LR était de plus en plus déchiré aussi et qu'il y avait une division absolument partout et qu'il y avait presque un miroir dans les divisions, dans les justifications des divisions entre le PS et LR et même entre le RN et les anti-LFI, parce que LFI ne se pose pas cette question-là. Et du coup, on retrouve ça aussi chez les Républicains. Donc je crains que les Républicains ne disparaissent. David Linard, donc, qui est le maire de Cannes, plaide pour une primaire ouverte afin de clarifier la ligne de la droite. Alors du coup, voilà. Du coup, les Républicains aussi, il y a aussi un maire républicain qui demande une primaire à droite. Bah écoutez, c'est la foire aux primaires. On est heureux. Voilà, donc David Linard, qui est le maire de Cannes, menace de quitter les Républicains en disant qu'il n'y a plus aucune cohérence, plus aucune lisibilité, etc., etc. Donc le maire Nouvelle Énergie... Nouvelle Énergie. Ce que j'aime bien, c'est qu'on se moque des noms de merde de nos micro-partis à gauche. Mais eux, ils ont un truc qui s'appelle Nouvelle Énergie. On dirait ils vendent des panneaux solaires carrément. Ah oui, une primaire de LR. Mais surtout que lui, il veut une primaire ouverte. Donc pas une primaire dans LR, mais une primaire qui va jusqu'à Reconquête. On regarde ça. Le maire réélu au premier tour le 15 mars dernier et président de l'Association des maires de France s'éloigne des Républicains. David Linard explique ce mercredi 25 mars sur BFM TV et RMC qu'il pense ne plus rien avoir à faire dans le parti de Bruno Retailleau. Le maire LR de Cannes va-t-il quitter les Républicains ? Je le dirai d'abord à Bruno Retailleau, glisse ce mercredi 25 mars sur BFM TV et RMC l'élu, avant de confirmer qu'il pense ne plus rien avoir à faire dans ce parti. Donc il dit, bon, ma démission, je l'annoncerai pas à BFM, je l'annoncerai à Retailleau, mais j'ai plus rien à faire dans ce parti. Il n'y a aucune lisibilité, aucune cohérence, aucune constance, énumère-t-il. L'élu de Nouvelle Énergie explique qu'il va faire part de sa décision en la matière en tête-à-tête avec le président du parti. Je vais demander à voir Bruno Retailleau dans les prochaines heures, abonde-t-il. Ah donc, il annonce qu'il va annoncer à Retailleau qu'il s'en va. Donc il annonce qu'il s'en va du coup. Bref. Le bureau politique de LR présente un vote biaisé, truqué. David Linard justifie son choix en évoquant le vote de confiance à François Bayrou, l'abandon de la réforme des retraites et les ambiguïtés sur la participation au gouvernement avec des ministres LR. 3 épisodes marquants et un dernier survenu ce mardi soir lors du bureau politique de LR visant à présenter la conclusion des travaux du parti concernant la désignation de son champion pour la prochaine élection présidentielle. Lors de ce dernier, 3 choix ont été annoncés pour les adhérents. Une primaire fermée, où le vote est uniquement ouvert aux membres du parti, une primaire ouverte, avec un vote étendu aux sympathisants, ou enfin, dernière option, celle de désigner directement le patron du parti, Bruno Retailleau, comme candidat pour porter les couleurs. Donc soit ils ont fait une primaire fermée, soit on fait une primaire ouverte, avec les sympathisants, soit on vote directement pour Bruno Retailleau. C'est un vote biaisé, un vote truqué, ce n'est pas honnête, conclut le maire de Cannes. Donc globalement, lui, il a le seum, et en fait, parce que lui, ce qu'il propose, David Linard, c'est une primaire ouverte, mais à l'extérieur du parti. C'est-à-dire qu'une primaire ouverte, tu peux proposer que des candidats de LR, mais tous les sympathisants peuvent voter, c'est l'idée d'une primaire ouverte. Mais une primaire de toute la droite, et c'est ce que propose David Linard, ce serait une primaire qui va de LR jusqu'à Reconquête. Et lui, il veut ouvrir l'espace politique, et en fait, c'est un petit peu le débat qui s'ouvre en fait, mais plutôt sur la droitisation du champ et pas sur la gauchisation. Enfin, à gauche aussi, le débat s'ouvre sur la droitisation du champ, puisque l'idée c'est d'exclure la France insoumise, mais là, le but c'est d'inclure l'extrême droite du coup. Et en fait, c'est ça, et qu'en fait, il a l'air de faire un peu l'équivalent de la primaire des losers à droite, où il est en mode non, mais faut faire une primaire avec Dupont-Aignan, avec Sarah Knafo, et promis, on aura le meilleur candidat à droite, alors que Bruno Retailleau est en mode mais ferme ta gueule, moi je suis ministre, je suis littéralement Goebbels quoi, genre évidemment que les gens ils vont voter pour moi, enfin allô. Donc c'est incroyable, donc dites-vous que ne vous inquiétez pas, autant c'est absolument croustillant à gauche, ne vous inquiétez pas que la droite a son lot de croustillance aussi. La primaire Wauquiez, Sarah Knafo, Darmanin, ah je te jure. Il a du buzz chez les fachos Twitter ultra-libéraux. Oui, c'est ça, c'est un peu un libertarien bizarre, c'est ça. Il est un peu, enfin, en tout cas, il joue la game un peu à la Milei, libertaré. Ouais. Imagine le débat, mais j'ai tellement hâte. Je vous en supplie, faites là votre primaire des losers de la droite. Je vous en supplie. Enfin bref, c'est délicieux. Tout ça pour dire que, vous savez, quand la situation se décante, vous savez, genre quand on décante un breuvage, l'objectif c'est de diviser les différentes couches et sédiments qui composent ce breuvage. Et bien en tout cas, le poste municipal se décante tranquillement et fait le jeu des petites divisions ici et là. C'est ça, un bon vin qui décante avec la lie qui reste au fond et qui se retrouve complètement coincée parce que plus personne veut d'eux. C'est absolument délicieux. J'en veux plus. J'ai hâte de suivre toutes les évolutions du Parti Socialiste, de LR. Voilà. Le seul endroit où ça décante pas, c'est LFI. Mais apparemment, il nous faudrait de la démocratie interne, visiblement. C'est pour ça qu'ils veulent que la France insoumise ait de la démocratie interne. C'est parce que pour eux, la démocratie interne, c'est des bureaux nationaux et des congrès où tout le monde se déchire. Et comme ça, ils sont sûrs que la France insoumise est complètement paralysée et ne représente plus rien politiquement. Ils savent très bien que c'est l'unité de l'appareil insoumis qui fait sa victoire et sa résilience. Ils savent très bien que le jour où on ouvre à ce genre de tambouille congrès, etc., c'est la fin de la France insoumise. Donc évidemment qu'ils font ce genre d'injonction. Sauf que c'est eux qui partent. Du coup, c'est eux qui se divisent eux-mêmes et qui finissent dans les limbes de l'histoire et même pas élus, ne serait-ce que dans l'opposition. Enfin bon, voilà pour les derniers rebondissements au PS. Tout le monde veut la peau d'Olivier Faure. Tout le monde c'est vraiment, genre j'imagine vraiment le bureau national en mode avec tout le monde comme ça en mode Mexican standoff. Et après Boris Vallaud qui retourne en mode ah, en fait non, j'étais trahi Olivier Faure.
Il était trahi, Olivier Faure. Non, j'ai pensé, Boris Vallaud, que tu étais de mon côté. Et là, il était trahi en réalité. Il a toujours été du côté d'Hollande. Tu penses qu'il y aura combien de candidats en 2027? Je pense, je sais pas, attends, il y aura candidat insoumis, Marine Tondelier. Les autres, ils ont pas assez de thunes pour se présenter. Donc je pense candidat PS, donc Glucksmann, un truc comme ça. Candidat macroniste, à moins que les macronistes se rallient aux Glucksmanniens, mais là, ce serait vraiment qu'ils sont en dèche, quoi. Édouard Philippe. Oui, il y a le PCF aussi, j'imagine. LR, genre Retailleau, un truc comme ça. Whatever qui sort de la primaire des losers de la droite et de l'extrême droite. Bardella. On peut se faire une élection présidentielle à 9 candidats. Attends, du coup, t'ajoutes Hello. 10-11 candidats, c'est quand même pas mal. Hein. Peut-être RPI vont se présenter. Parce qu'ils auront leurs 500 signatures. Je vous soutiens pour diviser les voix des trotskistes. Mais ouais, hein. Il y en avait 11 en 2022 aussi, je crois. Ah, mais oui, c'est vrai, il faut pas. Ah, mais en plus, c'est vrai que rappel, il y aura plein de. Branco. En fait, ça, il y aura tellement de petits candidats. Je pense qu'on peut battre le record. On peut battre le record et arriver à 15. Je pense 2027, 15 candidats. Barre d'accès au second tour, historiquement basse. La France insoumise, percée. Second tour, on baisse tout. Mélenchon président. Ah, bref.